Je suis très heureuse de vous accueillir tous ici ce matin pour donc la remise du rapport de Pierre Lescure et des membres de sa mission. Ce rapport consacré à l'acte 2 de l'exception culturelle. L'exception culturelle, vous le savez, c'est le combat de la France. Ce n'est pas une exception culturelle française, c'est vraiment une exception culturelle européenne, une exception culturelle pour permettre à la fois la défense des créateurs et la promotion de leur création et aussi l'élargissement grâce au numérique de l'accès des publics aux œuvres de l'esprit. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des membres de la mission qui sont ici présents pour le formidable travail qu'ils ont accompli pendant 9 mois. Les membres de la mission étaient composés d'experts et de jeunes fonctionnaires aussi de différents ministères. Ils ont travaillé aux côtés de Pierre pour mener à bien plus d'une centaine d'auditions, ce qui a donné lieu à 80 propositions environ que Pierre va nous détailler dans les instants qui viennent. L'exception culturelle, ensuite, cela permet évidemment d'avoir un meilleur fonctionnement de nos industries créatives, dont je rappelle qu'elles représentent en France près de 3% du PIB et autant d'emplois dans notre pays. C'est d'ailleurs valable à l'échelle européenne et l'Union européenne a sorti récemment un rapport qui explique à quel point ces industries créatives sont importantes pour la croissance et pour l'emploi au sein de l'Union européenne. Donc, défendre et adapter l'exception culturelle à l'ère du numérique, c'est aussi œuvrer pour la croissance et pour l'emploi en France et en Europe. Les différents outils qui ont été mis en place pour l'exception culturelle dans les années 80, vous les connaissez. Cela va du financement par les télévisions du cinéma, cela va du prix unique du livre au système de quotas de diffusion de la musique d'expression française. Il y a un grand nombre de régulations qui ont ainsi été mises en place et qui sont évidemment perturbées par les nouveaux moyens, les nouveaux vecteurs de communication numérique. Néanmoins, cette perturbation ne veut pas dire que ces instruments sont dépassés. Ils nécessitent simplement d'être revisités à l'ère du numérique et en prenant en compte aussi les beaux horizons, les beaux outils nouveaux qu'offre le numérique. Et je crois que l'un des grands mérites du rapport de Pierre Lescure, c'est de montrer qu'il ne faut pas avoir une vision défensive du numérique, qu'il ne faut pas avoir peur, le considérer comme une menace pour nos industries créatives et pour nos créateurs, mais qu'il faut l'utiliser comme un outil pour renforcer encore et nos secteurs culturels et améliorer l'accès de tous à la culture. Donc vous l'aurez compris, cet acte 2 de l'exception culturelle dépasse largement le simple cadre de ce que l'on fait de la Hadopi. C'est un ensemble très global de mesures. Il se distingue, il se décompose en trois axes, en 3 volets. Le premier axe, c'est le développement de l'offre légale en ligne et de l'accès donc des publics à cette offre. Un accès qui est aujourd'hui trop hétérogène, trop éclaté et qui donc crée un certain nombre d'insatisfactions, de frustrations pour les internautes. Le deuxième axe, c'est la rémunération des créateurs et le financement de la création. Là aussi, il y a, vous le savez, un déplacement de la valeur qui est créée par les industries culturelles et par le numérique. Ce déplacement de valeur, il se fait au détriment des créateurs et au détriment de ceux qui accompagnent ces créateurs et au profit des fabricants de matériel ou de logiciels ou des sites qui agrègent les contenus. Et donc l'ambition du rapport, c'était aussi d'essayer de définir des outils nouveaux pour mieux répartir cette valeur. Et enfin, le troisième axe, c'est l'adaptation et la défense du droit d'auteur à l'ère numérique. Et donc cela comprend évidemment la question de la lutte contre le téléchargement illégal, mais avec un effort qui est
très important qui est fait pour cesser la stigmatisation qui avait été faite des internautes et donc des publics au cours de l'ère Sarkozy, pour réorienter cette lutte contre la contrefaçon en direction des sites contrefacteurs et ainsi de pouvoir mieux articuler la démocratisation de l'accès à la culture avec la préservation des droits des auteurs. Mais vous ne vous êtes pas limité à cela, puisque vous avez aussi travaillé sur les métadonnées et l'élargissement de l'accès à ces métadonnées, par exemple, mais aussi l'élargissement de l'accès pour les artistes à des droits de citation, afin que le numérique puisse être aussi utilisé comme un vecteur, un support de création en tant que tel. Donc cette réflexion, elle est extrêmement aboutie. Encore une fois, merci à tous et merci en particulier à toi, Pierre, pour le travail que tu as accompli avec ton équipe pendant ces 9 mois. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités dans la suite et dans les suites à donner aux conclusions de ce rapport. Je le détaillerai à la fin, après ton intervention. Je te passe la parole. Merci Aurélie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant toute chose, je sais que certains d'entre vous sont pressés de passer une info, un titre sur un support où on s'exprime en quelques lettres, en quelques mots. Donc je vais tout de suite, avant de faire la présentation complète de ce rapport, tuer tout suspense et confirmer ou infirmer une info dont vous parlez, qu'a brièvement évoqué Aurélie Filippetti. Donc, le rapport, je vous le dis tout de suite, propose bien le maintien de la réponse graduée, allégée et aménagée, et la disparition de l'autorité administrative indépendante dédiée, l'ADOPI, qui était chargée de s'en occuper. Une fois que j'ai dit ça, ceux qui étaient venus uniquement pour ça peuvent aller attendre les autres au buffet. On va maintenant passer au fond de l'affaire. Donc le fond de l'affaire, tu l'as dit Aurélie, c'est évidemment l'avenir de la création et des pratiques culturelles à l'ère du numérique et à la façon dont les politiques culturelles doivent s'adapter à cette nouvelle donne et peuvent demeurer. Je pourrais ainsi m'efforcer, dirais-je, je n'arrive pas à tourner la page 2, mais ça va venir, voilà, donner un aperçu des grandes orientations proposées dans ce rapport et des 80 propositions qu'il formule, qui forment, je le crois, un ensemble cohérent et dynamique. Vous m'entendrez insister là-dessus, et j'en ai beaucoup parlé avec Aurélie Filippetti et son équipe, son cabinet, parce que j'ai dit il y a quelques jours, il n'y a pas de mesure révolutionnaire. La révolution, c'est évidemment le net. Et il y a quelque chose de réjouissant, il y a quelque chose d'euphorisant dans une révolution dès lors qu'elle ouvre des perspectives nouvelles. Ces perspectives, nous les vivons depuis un certain nombre d'années déjà, mais c'est rien à côté de ce que nous vivrons demain. Nous avons des principes auxquels vous êtes attachés, vous tous et toutes ici, et dont Aurélie Filippetti et le gouvernement sont en charge, les principes de l'exception culturelle. Il faut donc s'adapter, mais pas s'adapter par une grande loi cadre. Il y a des éléments que nous proposons dans les 80 propositions qui passeront par le cadre législatif, mais nous nous sommes attachés, l'équipe de la mission et nous-mêmes, et Dieu sait si on en a parlé souvent, Aurélie, nous nous sommes attachés à être le plus souvent possible dans le cadre de la régulation, dans le cadre de la convention et de la négociation entre acteurs pour que l'adaptation soit permanente. Alors bien sûr, une cohérence, c'est pas facile à résumer d'un tweet, nous en sommes profondément convaincus, mais si ces propositions, je le crois, devaient être mises en œuvre à très court terme, ou en tout cas le plus rapidement possible, qu'elles reposent soit sur un cadre réglementaire, je viens de le dire, soit sur des accords interprofessionnels, je pense qu'elles peuvent amener un premier pas, un premier signe de grand mouvement entre les acteurs des industries culturelles et les grands acteurs des industries numériques, et qu'enfin ça dialoguerait de façon beaucoup plus pragmatique. Avant de vous présenter les grands axes de notre rapport et de ses propositions, permettez-moi quand même de rappeler en quelques mots, puisqu'on y a travaillé pendant un paquet de mois, de vous présenter la méthode qui a présidé à l'élaboration de ce rapport. Cette méthode, en accord ensemble au départ, au moment de
où vous l'avez portée sur ses fonds baptismaux, cher ami, nous l'avons voulu ouverte, transparente et participative. C'est ce qui explique la durée de la gestation, près de 9 mois. Nous avons conduit, c'est vrai, une centaine d'auditions captées et retransmises sur le site Culture Acte 2, qui est derrière nous. Autant d'entretiens informels qui ont permis aux représentants des créateurs, des publics, des industries culturelles, de l'écosystème numérique et aux experts qui réfléchissent à ces questions de nous présenter leurs diagnostics et leurs suggestions. Nous avons rencontré à plusieurs reprises la plupart des grandes administrations concernées et des organismes publics qui interviennent dans ce domaine. Nous nous sommes déplacés en région, à titre d'exemple, Rennes, Aix, Marseille, Bordeaux, où avec les concours des collectivités territoriales et des structures culturelles, nous avons pu échanger avec les acteurs de terrain ainsi qu'à l'étranger pour comprendre comment nos partenaires britanniques, par exemple, traitent ces enjeux et comment, évidemment, Bruxelles les aborde. Nous avons recueilli les contributions des internautes à travers un blog participatif sur lequel ont été postés plusieurs centaines de commentaires extrêmement nourris, extrêmement structurés, et ce n'est pas juste un mot poli, convenu, que de dire qu'ils ont interpellé nos réflexions et qu'ils ont fait bouger un certain nombre de diagnostics. Ces multiples échanges, différents dans leur forme et de leur contenu, mais complémentaires et toujours stimulants, nous ont permis de dresser un panorama des enjeux en présence, des préoccupations de chaque partie prenante et des solutions préconisées par chacun. Je dis nous, car ce travail, j'en assume l'entière responsabilité, mais il est le fruit d'une réflexion collective. Aurélie Filippetti l'a dit, il y avait une équipe de 5 personnes, moi compris, composant cette mission. Et j'avais demandé au départ, Aurélie, que ce soit une équipe très jeune. Ils ont à peu près 30 ans d'âge moyen et ils sont de compétences complémentaires. Et nous avons été accompagnés par un certain nombre d'experts venus du cabinet et du ministère de la Culture et de la Communication. Et je pense que notre dialogue en a été renforcé et notre dynamique nourrie. Le résultat de cette réflexion, c'est un rapport d'environ 400 pages, mais nous avons pensé aux lecteurs pressés. Et vous savez que vous avez en main une synthèse qui débouche, on l'a dit, sur 80 propositions. Alors ce rapport est animé de plusieurs convictions. La révolution numérique, si elle peut paraître, tu l'as dit Aurélie, angoissante par son caractère absolu, total, immédiat et universel, c'est avant tout une promesse. L'exception culturelle, deuxième conviction, n'est pas l'expression d'une vision défensive et protectionniste, mais la traduction d'un volontarisme qui a d'ores et déjà porté ses fruits et qui doit poursuivre cette mission. C'est porteur aussi d'une ambition pour la culture, d'un refus de la voir soumise aux seules règles du marché, les oppositions qu'on a laissé se creuser entre créateurs et public, entre industrie culturelle et industrie numérique, sont artificielles et mortifères. Il est donc grand temps de les dépasser. Les principes qui ont fondé la consécration de l'exception culturelle demeurent pertinents à l'heure du numérique. Il faut peut-être quelquefois changer de vocabulaire, il faut faire une mise à jour, comme on dit dans l'informatique, d'un certain nombre de vocables, afin que tout le monde, côté industrie numérique ou côté industrie culturelle, parle à peu près avec le même dictionnaire. La rapidité des bouleversements doit nous conduire à privilégier les mécanismes souples, je l'ai évoqué d'un mot, capables de s'adapter aux transformations des usages. On ne peut pas toujours attendre la prochaine loi cadre. En cette matière, plus que dans toute autre, notre boussole doit être l'usager, une politique culturelle qui serait indifférente aux usages ou pire, qui chercherait à les nier ou à les contraindre, serait bien sûr vouée à l'échec. Alors fort, Madame la Ministre, de ces convictions, nous avons identifié, tu l'as dit, 3 axes de réflexion. Premièrement, comment faire en sorte que les possibilités offertes par les technologies numériques soient utilisées pour promouvoir l'accès des publics aux œuvres et développer l'offre culturelle en ligne. C'est le premier livre de ce dossier, le livre A. Deuxièmement, comment garantir dans le contexte numérique, je vois que tu consultes sur ton Kobo. Deuxièmement, comment garantir dans le contexte numérique une juste rémunération des créateurs et un niveau adéquat de financement de la création?
c'est le livre B. Et puis troisièmement, et au carrefour de ces deux premiers axes, comment protéger et adapter les droits de propriété intellectuelle, traduction juridique du compromis passé entre les créateurs et leur public. C'est le troisième livre de ce document. Alors reprenons-les dans l'ordre, en entrant un peu plus dans le détail et en survolant les 80 propositions. 1. Accès des publics aux œuvres et offres culturelles en ligne. Même si la situation diffère profondément selon les secteurs, l'offre légale de biens culturels dématérialisés n'a jamais été aussi abondante, diversifiée et abordable. En ligne, les usagers ont ainsi accès à des dizaines de millions de titres musicaux, des milliers de films et des programmes audiovisuels, environ 100 000 livres numériques et des dizaines de milliers de jeux vidéo. Pour autant, l'offre culturelle en ligne peine toujours à satisfaire les attentes très élevées des internautes. Les reproches les plus récurrents concernent les prix trop élevés et le manque de choix. La concurrence de l'offre illégale paraît à de nombreux égards difficilement égalable. Elle est majoritairement gratuite et tend à l'exhaustivité. Elle est facile d'accès, dénuée de DRM et disponible dans des formats interopérables. Et puis elle est parfois, pourquoi ne pas le dire, de meilleure qualité que l'offre légale, et en termes de format ou, tu l'as évoqué d'un mot, de métadonnées associées. Les initiatives prises jusqu'ici pour, selon les termes consacrés, développer l'offre légale, label pur, carte musique, n'ont, si vous m'autorisez un euphémisme, pas été couronnées de succès. La qualité de l'offre culturelle numérique, c'est la combinaison de deux facteurs, des œuvres nombreuses, fraîches et variées, des services divers, innovants et ergonomiques. Notre rapport propose des mesures ambitieuses, je crois, sur chacun de ces deux volets. D'abord, pour améliorer la disponibilité numérique des œuvres, nous préconisons de consacrer une obligation d'exploitation permanente et suivie dès lors que le numérique facilite la mise à disposition des œuvres puisqu'il abolit les contraintes de la distribution physique. Il n'y a plus de raison valable, sauf bien sûr le droit moral de l'auteur, pour qu'une œuvre ne soit plus exploitée. L'absence d'exploitation, appréciée selon des critères définis dans des codes des usages, devrait notamment se traduire par la possibilité pour le créateur de saisir le juge et par la restitution des aides publiques. Dans le même souci d'élargir l'offre et de répondre aux attentes, nous préconisons plusieurs adaptations profondes de ce que l'on appelle la chronologie des médias. Nous pensons qu'elles sont de nature à dynamiser l'offre de vidéos à la demande et à détourner les publics du piratage sans fragiliser le système de préfinancement qui fait la vitalité du cinéma français, auquel les nouveaux services, s'ils décollent réellement, apporteront d'ailleurs leur contribution. Exhorter à la patience de l'usager et de l'internaute, entretenir la frustration, c'est pousser les publics dans les bras du piratage. Alors, vous regarderez en détail, parce que je crois que toutes les 80 propositions sont à chaque fois exposées selon une méthode très précise. On fait une analyse du contexte, une analyse critique du contexte. On expose une proposition et on essaie de la mettre en perspective et de proposer la boîte à outils. Le mot a été mis à la mode par plus important que moi. Nous proposons la boîte à outils en essayant d'aller assez loin dans le détail, ce qui permettra non pas de l'adopter forcément telle qu'elle, mais d'en discuter entre les acteurs très précisément. Nous proposons, c'est vrai, que sous l'égide du CNC, Éric, qui est au premier rang, puisse se réunir assez rapidement une commission qui se réunirait, si on en tombe d'accord, de manière hebdomadaire, et qui observerait avec un représentant des producteurs, un représentant des distributeurs, un représentant des exploitants, un représentant des diffuseurs de films et de production audiovisuelle. Cette commission regarderait le marché du cinéma et verrait s'il n'y a pas, sur un certain nombre de films, dont les typologies peuvent être diverses, s'il n'y a pas moyen de décider en commun, entre ces quelques acteurs sous l'égide du CNC, de décider d'un apport à la VOD plus rapide que ne le prévoit la réglementation. Alors ça peut paraître un saupoudrage, oui, mais un saupoudrage hebdomadaire permettrait une vie
plus longue, plus pérenne de films plus fragilisés ou plus fragiles dans leur essence même, et en même temps, à la fin de l'année, alors que les privilégiés ont un coffret des Césars où ils peuvent tout découvrir, eh bien, le public aurait eu accès à un nombre de films conséquents plus tôt qu'il ne l'a aujourd'hui. C'est vrai que nous proposons aussi que la SVOD, c'est-à-dire la vidéo à la demande par abonnement, nous proposons que soit discuté le plus rapidement possible un raccourcissement assez franc de la fenêtre de SVOD. Où il faut que j'apprenne à dire VADA, mais avec des V majuscules, des A avec accent, des D minuscules, des A sans accent, on s'y perd un peu. Néanmoins, la SVOD est aujourd'hui à 36 mois. Nous proposons de la ramener à 18 mois. Ça doit se discuter, bien sûr, avec le CNC, avec les professionnels, mais je pense qu'il y a une logique dont il faut débattre. Cette logique, elle est double. D'abord, 36 mois, c'est une éternité à l'heure du net. Il ne faut pas s'étonner que les services français de VADA soient à ce point modestes dans leurs résultats et ne puissent même pas vraiment contribuer au préfinancement des films. Ensuite, je pense que ce délai de 18 mois que nous proposons ne blesse pas les exclusivités d'acteurs majeurs, à commencer par Canal. Et puis la logique de la chronologie des médias, c'est de payer pour avoir accès à un film de moins en moins au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la salle, qui reste la base absolue. C'était bizarre jusqu'ici d'avoir la SVOD payante après le gratuit. Il y avait quelque chose qui me semblait un non-sens. Je pense que ça mérite d'être discuté. Enfin, il y a un domaine sur lequel nous serons amenés à pas mal travailler, et moi je pousserai beaucoup pour que se change une pratique française quand même très bizarre, c'est celle de la diffusion des séries. Nous sommes un des seuls pays au monde, en tout cas le seul pays au monde à l'audiovisuel développé, où les télévisions passent les séries, notamment les séries étrangères, anglo-saxonnes évidemment, mais aussi maintenant nordiques, 1 an au moins après leur diffusion dans le pays d'origine. Alors qu'on sait que la série, elle est faite pour vous rendre addictif. C'est une incitation au piratage presque militant, presque irrépressible. Et nous les passons 1 an et demi après, pour des raisons qui sont un peu trop hexagonales. Je pourrais en débattre plus longuement, mais je ne vais pas faire tout un numéro sur la série, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, les moyens justement du numérique permettraient une diffusion beaucoup plus rapide, qui serait en même temps une manière de lutter contre le piratage. Deuxième élément sur ce premier volet, il ne suffit pas que les œuvres soient disponibles, il faut qu'elles soient proposées sur des services nombreux, innovants et attentifs à la diversité culturelle. Promouvoir la diversité des services culturels numériques, c'est d'abord un enjeu de politique culturelle. Le formatage de l'offre par quelques services mondiaux intégrés dans des écosystèmes dont la distribution de biens culturels n'est franchement pas le centre de gravité, constituerait une menace immense pour la diversité culturelle. C'est pourquoi il est essentiel que la concurrence entre les plateformes soit saine et non faussée, y compris sur le plan fiscal. Je pense notamment, évidemment, à la TVA qui doit faire l'objet d'une harmonisation en 2015, échéance dont il est vital de garantir le respect, mais également à l'imposition des bénéfices qui est un chantier de plus longue haleine. C'est aussi pour cela que les dispositifs de soutien, qu'ils interviennent sous forme de subventions ou qu'ils aident les acteurs à obtenir des financements de marché, doivent être adaptés aux enjeux du numérique afin qu'ils puissent soutenir des projets structurants portés par des services culturels numériques innovants. Enfin, c'est pour cela qu'il faut inventer une nouvelle forme de régulation qui ne peut pas être le simple décalque des régulations inventées dans les années 80 et 90 pour les télévisions et les radios, mais qui doit répondre aux spécificités de ce nouveau média qu'est Internet, universel et ascendant, bottom-up, comme on dit. Nous proposons un mécanisme de conventionnement non technocratique pour désigner une approche donnant-donnant, un service qui prend des engagements en faveur de la diversité culturelle, du financement de la création et de l'exposition de genres et d'artistes moins, tant pis, je prends le mot anglais, mainstream, ou d'œuvres de longue traîne, devrait être avantagé en termes d'accès aux aides publiques
aux œuvres et aux consommateurs. Il pourrait par exemple avoir la garantie d'être distribué sur n'importe quel appareil, télévision connectée, smartphone, tablette. Apple, Microsoft, Samsung ne doivent pas avoir le droit d'évincer, pour prendre quelques exemples, Cobuzz, Deezer ou Universiné, simplement pour mettre en avant son service maison. Nous pensons que cette forme de régulation, cette mission, pourrait être confiée au CSA dans le prolongement de ses missions actuelles à l'égard des services de vidéo à la demande. Cela constituerait à la fois un élargissement de son périmètre et une transformation de ses modalités d'intervention. Ce serait en d'autres termes une évolution majeure du rôle de cette institution, dont je salue d'ailleurs les évolutions qui sont contenues dans la loi et dans les dispositions législatives que tu as tout récemment présentées et qui vont être étudiées par le Parlement. Je pense que le CSA, comme l'ensemble de la régulation française et des règles françaises qui gèrent l'exception culturelle, la télévision et demain Internet, ont leurs vertus. Il faut en même temps, je le dis, je le répéterai sans cesse, pousser au conventionnement et à la régulation, s'inspirer aussi de certaines pratiques de dialogue permanent qui ont montré leur intérêt, par exemple aux États-Unis dans le fonctionnement de la FCC. Je crois que le nouveau président du CSA est assez sensible à cet équilibre qu'il faut trouver entre la réglementation et la régulation et le dialogue permanent. Deuxième volet de notre rapport, la rémunération des créateurs et le financement de la création. La révolution numérique se traduit par un bouleversement complet de la chaîne de valeur des industries culturelles. Les acteurs numériques qui jouent désormais un rôle clé dans la diffusion des œuvres enregistrent une croissance impressionnante. Dans le même temps, les créateurs et les industries culturelles qui créent et produisent ces œuvres sont confrontés à une stagnation, voire à une contraction, pour le dire gentiment, de leurs revenus. Les usagers semblent de moins en moins prêts à payer pour les contenus, dont le caractère immatériel entretient l'illusion de la gratuité, alors que les appareils connectés se vendent à des prix très élevés et que les acteurs over the top génèrent des recettes toujours plus conséquentes. Ce bouleversement de la chaîne de valeur constitue un enjeu de compétitivité majeur pour l'Europe et singulièrement pour la France, qui dispose d'industries de contenu relativement fortes, alors qu'elle est faiblement représentée, sauf par le Kobo, dans les industries numériques, tant hardware que software. Il y en a d'autres, je plaisante. Absolument. Il faut évidemment tout faire pour corriger cet état de fait. Le numérique est un secteur où les positions, loin d'être figées, évoluent rapidement. La France doit donc soutenir les quelques champions dont elle dispose et en faire émerger de nouveaux, en s'appuyant à la fois sur les grands acteurs en place, désireux d'investir l'économie des services en ligne, mais aussi sur le tissu des start-up numériques et culturelles. Dans le même temps, des mécanismes de compensation doivent être instaurés afin de corriger les déséquilibres excessifs. L'acte 2 de l'exception culturelle doit donc poursuivre deux objectifs complémentaires: garantir la rémunération des créateurs au titre de l'exploitation numérique de leurs œuvres et renforcer la contribution des acteurs numériques au financement de la création. Un certain nombre de dispositions. En ce qui concerne le partage de la valeur entre les créateurs, les producteurs et éditeurs et les services qui diffusent ou distribuent les œuvres, d'importantes tensions se font jour dans tous les secteurs. Ces questions relèvent à titre principal de la liberté contractuelle, mais la puissance publique est fondée à en assurer la régulation. Il s'agit de corriger certains rapports de force déséquilibrés et d'assurer une transparence qui fait aujourd'hui défaut. Nous proposons par exemple que les modalités de calcul et les taux minimums de rémunération des auteurs et des artistes soient fixés par voie d'accord collectif et que ces rémunérations soient perçues directement par les sociétés de gestion collective auprès des plateformes. Ce système existe déjà dans certains secteurs. Nous proposons de le généraliser. Je pense que c'est une disposition qui mériterait d'être discutée le plus rapidement entre les différents secteurs. Cela garantirait aux créateurs des conditions de rémunération plus favorables et surtout plus lisibles et nettement plus transparentes. Cela renforcerait la confiance du public, des usagers dans l'offre légale, souvent accusée de ne rémunérer que les intermédiaires.
Puisqu'il est question du droit des créateurs, je voudrais, Aurélie, dire un mot d'un secteur qui nous tient particulièrement à cœur, toi comme nous, car il est probablement celui qui a été frappé le plus violemment par le choc numérique. Je veux parler de la photographie. Le développement des banques d'images à prix cassé et surtout l'utilisation souvent abusive de la mention « droit réservé » DR sous les photos appellent des mesures fortes, pas tant en termes de modification du droit qu'en termes de respect des règles existantes. Nous proposons par exemple que les aides à la presse soient réservées aux éditeurs de presse qui n'abusent pas de la mention « droit réservé ». Ce serait un premier pas dans une reconnaissance qui a été gommée aujourd'hui. Deuxième disposition, la contribution des acteurs qui profitent de la circulation des œuvres au financement de la création. Ces dispositions que je vais évoquer ont été traitées ici et là sommairement ce matin. Merci d'y être attentif. C'est l'un des piliers de l'exception culturelle. Or, avec la révolution numérique, de nouveaux acteurs ont fait irruption et échappent à ce jour à ce principe simple et vertueux. Nos propositions en matière fiscale ont pour objectif principal de remédier à ces lacunes. Entendons-nous bien, l'objectif n'est pas de créer de nouvelles taxes pour aller chercher de nouvelles mannes qui viendraient s'ajouter purement et simplement aux mécanismes existants dans une sorte de toujours plus inflationniste. Ça n'est pas l'objectif. D'ailleurs, nombre de nos propositions ne rapporteront à court terme que des sommes très limitées. La véritable ambition de ces préconisations est ailleurs. L'ambition, c'est d'une part de rétablir l'équité fiscale et de faire en sorte que les acteurs traditionnels ne soient pas les seuls mis à contribution, alors que les nouveaux acteurs avec lesquels ils sont d'ailleurs en concurrence de plus en plus frontale échapperaient à toute obligation. Il s'agit d'autre part de tirer les conséquences de la transformation des usages. Sans trop rentrer dans les détails, car tout le monde n'est pas un lecteur assidu, moi le premier, du Code général des impôts, je veux vous donner deux illustrations de cette approche. D'abord, en ce qui concerne le financement du cinéma et de l'audiovisuel, nous proposons toute une série d'adaptations des taxes affectées qui alimentent le CNC. Je vois que Éric Garando lève les yeux. Assujettissement des services de VOD basés à l'étranger, alors qu'aujourd'hui, seuls les services installés en France contribuent. Assujettissement de la télévision de rattrapage, alors que seule la télévision en direct est aujourd'hui contributrice. Prise en compte des nouveaux distributeurs de vidéos à la demande, alors que seuls les éditeurs sont mis à contribution. Refonte de la TSTD pour prendre en compte toutes les modalités de diffusion des œuvres audiovisuelles et pas seulement la télévision traditionnelle. À aucun moment, il n'est question de nouvelles taxes. Il s'agit seulement d'adapter les taxes existantes pour combler, si j'ose m'exprimer ainsi, les trous dans la raquette, rétablir l'équité et anticiper la transformation des modes de consommation des œuvres. Second exemple, en ce qui concerne la rémunération pour copie privée. La rémunération pour copie privée, qui est un mécanisme à la fois vertueux dans son principe et essentiel à la rémunération des créateurs comme au financement de la création. Notre approche a été la même, tenir compte de la potentielle transformation des usages telle qu'on peut raisonnablement l'anticiper à 3 ou 5 ans. Il nous semble, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, qu'après l'ère de la propriété et de la copie, nous allons entrer dans l'ère de l'accès. Avec l'amélioration de la couverture et des débits, les œuvres seront disponibles à tout moment et en tout lieu. Et il ne sera plus besoin de les stocker sur un support physique pour les consommer. Si cette évolution, dont on voit déjà les prémices dans la diminution de la taille des disques durs dans vos appareils, si cette évolution se confirme, la rémunération pour copie privée en serait, dans quelques années, fragilisée. Prévoyons d'ores et déjà un système de remplacement. Et si notre conviction est infirmée, si on continue beaucoup plus à copier qu'à avoir simplement accès, eh bien nous aurons simplement préparé un système qui restera avec un taux très bas et une assiette très large, mais qui rapportera dans un premier temps très peu d'argent. C'est préparer demain, travailler à 3 ou 5 ans, c'est notre maître mot. Je vous ai donné 2 exemples.
il y en a d'autres dans le dossier et dans les propositions. 80 propositions, c'est un peu long à résumer, Madame la Ministre. Le troisième volet, la protection et adaptation des droits de propriété intellectuelle. Le droit d'auteur est depuis son origine l'expression d'un compromis social entre les droits des créateurs et ceux des publics. L'équilibre du compromis fondateur doit être retrouvé en poursuivant deux objectifs étroitement liés. D'une part, réaffirmer la pleine légitimité du droit d'auteur et la nécessité de sa protection. D'autre part, adapter le droit de la propriété intellectuelle aux réalités et aux pratiques numériques. Nos propositions en termes globaux, le téléchargement illicite n'est évidemment pas la cause de tous les maux dont souffrent les créateurs et les industries culturelles, mais les atteintes aux droits d'auteur causent aux créateurs et aux investisseurs de la création un préjudice moral et matériel dont on ne peut nier la réalité. Pourtant, si les atteintes aux droits d'auteur doivent être combattues, le choix de la méthode doit tenir compte de la réalité des usages et des perceptions. L'incompréhension grandissante des publics à l'égard de la propriété intellectuelle alimente une forme de banalisation de l'usage. Il est indispensable, en termes de justice, d'efficacité, de réorienter la lutte contre le piratage en direction de ceux qui font de la contrefaçon une activité systématique et lucrative qui en tire parfois des profits importants et qui entretiennent souvent des liens avec la criminalité organisée. Nous proposons donc un arsenal de mesures à l'encontre des sites de streaming et de téléchargement direct qui reposent pour la plupart sur une coopération très volontaire des intermédiaires techniques et financiers de l'Internet, hébergeurs, moteurs de recherche, services de paiement, régies publicitaires. Cette coopération, que le droit en vigueur permet déjà, on peut aller vite, ne suppose ni de redéfinir les règles de responsabilité posées par la directive sur le commerce électronique, ni de remettre en cause, évidemment, la neutralité du net. La puissance publique, et plus précisément le service cyberdouane, peut l'encourager tout en l'encadrant sous forme de charte de bonne conduite très volontariste. Elle peut en outre jouer un rôle de tiers de confiance entre ayants droit et intermédiaires, en identifiant au terme d'une procédure contradictoire les sites coupables de manquements répétés. Cette forme d'autorégulation encadrée par la puissance publique offrirait souplesse et réactivité. À l'égard des internautes qui téléchargent des œuvres de manière illicite à des fins purement personnelles, piratage que l'on pourrait qualifier de domestique, nous pensons qu'il est souhaitable de conserver la réponse graduée dans ses aspects positifs qui tiennent essentiellement à sa dimension pédagogique. Ce dispositif a eu, en moins de 3 ans, des effets indéniables sur le champ qu'il couvre, c'est-à-dire le téléchargement de pair à pair. Le taux de récidive très faible constaté entre chacune des étapes de la réponse graduée, 3 courriers, et le recul de la fréquentation des réseaux peer-to-peer en sont la preuve. Le nombre très faible de dossiers transmis au juge pénal, une 30aine, et de condamnations, 2, ne signe pas l'échec de la réponse graduée, mais son succès. Son coût, qui correspond à moins de la moitié du budget de l'Hadopi, n'est pas disproportionné au regard des enjeux en présence, c'est ce que nous pensons. Et nous pensons donc aussi qu'une abrogation pure et simple de la réponse graduée, nous ne pensons pas qu'une abrogation pure et simple de la réponse graduée soit souhaitable. Elle ne serait d'ailleurs pas à l'avantage des internautes qui téléchargent, puisqu'ils resteraient passibles du délit de contrefaçon, assorti de peines très lourdes, et ça déboucherait évidemment sur des procédures beaucoup plus intrusives et un embouteillage des circuits judiciaires. Donc nous sommes tout à fait défavorables à cela. En revanche, nous préconisons un allègement de la réponse graduée pour la débarrasser de ces aspects les plus répressifs qui ont nourri l'impression d'une stigmatisation des internautes. Il est donc proposé d'abroger la peine de suspension de l'abonnement Internet, particulièrement sévère au regard de la gravité des actes en cause et dont l'application pratique est incertaine. Alors je sais bien qu'un certain nombre d'entre vous diront « Oui, mais enfin on savait bien que ce ne serait jamais utilisé. » Oui, mais enfin le principe est important. Je ne veux pas faire de parallèle qui nous donnerait trop d'importance, mais quand Robert Badinter et François Mitterrand ont supprimé
la peine de mort, elle n'était plus appliquée depuis quelques années. Mais c'était le principe qui était fondamental. Eh bien, ce principe, nous le proposons de le faire entrer dans la loi en le supprimant. Mais cela permet, au-delà du symbole, de dépénaliser la sanction et de lui substituer une sanction administrative, une amende, après les 3 avertissements, afin d'éviter la convocation au commissariat, le recours au tribunal de police et l'inscription de la condamnation sur le casier judiciaire. Enfin, le montant de la sanction pécuniaire pourrait être fortement diminué sans perdre son caractère dissuasif. Par exemple, le montant de l'amende, c'est une proposition que nous faisons, qui peut atteindre aujourd'hui 1 500 €, pourrait, dans notre proposition, être ramené dans un premier temps, pour une première amende, à une somme forfaitaire de 60 €. 60 € aujourd'hui, les usagers le savent bien, c'est 1 an d'abonnement à un service de streaming musical ou une quinzaine de films en VOD. Évidemment, l'amende serait sérieusement majorée en cas de récidive, donc de mauvaise foi. Par ailleurs, il ne nous semble pas souhaitable de maintenir une autorité administrative indépendante dont l'activité se limiterait à la lutte contre le téléchargement illicite. Cela ne serait pas conforme au souci d'économie des deniers publics et contribuerait à donner l'impression d'une stigmatisation inutile des internautes. Nous avons donc proposé, on l'a dit, et j'ai même commencé par cela, de confier la réponse graduée au CSA. Au-delà du souci de rationaliser le paysage administratif, il s'agit de marquer la cohérence étroite qui unit le développement de l'offre légale, la défense de la diversité culturelle en ligne et la vocation pédagogique de la réponse graduée. Il est indispensable de ramener à sa juste place la question du téléchargement de pair à pair, qui n'est qu'un aspect, et sans doute pas le plus important, de la protection de la diversité culturelle à l'ère du numérique. Deuxième grand volet, et je vais bientôt en terminer, j'aurais fait 370 pages en une vingtaine de minutes. Si le droit d'auteur doit être protégé, il doit aussi être adapté aux nouvelles réalités issues de la révolution numérique qui transforme profondément le rapport entre créateurs, industrie créative et public. Rien ne serait pire que de laisser se creuser un fossé entre le droit de la propriété intellectuelle et les pratiques culturelles des internautes. Les principes fondamentaux du droit d'auteur conservent toute leur pertinence, mais leurs modalités d'application doivent être adaptées aux nouveaux usages. Nous proposons à cet égard de moderniser les exceptions au droit d'auteur, conçues pour stimuler la création et promouvoir la plus large diffusion des œuvres. En traçant la frontière entre les usages soumis à l'autorisation des titulaires de droit et ceux auxquels ils ne peuvent s'opposer, les exceptions dessinent un équilibre entre les droits des créateurs et ceux des publics. Or, l'irruption des technologies numériques remet en cause les termes de cet équilibre et impose de moderniser la définition des exceptions. Par exemple, nous formulons plusieurs propositions précises pour sécuriser les pratiques de création transformative et permettre leur épanouissement. Ces pratiques, que les internautes connaissent bien, facilitées par les outils numériques, connaissent un développement remarquable et permettent un renouvellement des processus créatifs. En témoigne la profusion des remixes et des mash-ups diffusés sur Internet et plus généralement des user-generated contents. Leur statut juridique reste aujourd'hui beaucoup trop précaire. Tu l'as évoqué d'un mot, Aurélie, un élargissement de l'exception de citation, voire à terme la reconnaissance d'une nouvelle exception, permettrait à ces pratiques de s'épanouir dans un cadre juridique sécurisé. Nous invitons aussi à moderniser les exceptions destinées à favoriser la diffusion des œuvres et la transmission de la culture en direction de publics méritant une attention spécifique. Je pense notamment à l'exception pédagogique et à l'exception handicap. Enfin, la protection résolue du droit d'auteur doit avoir pour contrepartie la protection non moins résolue des œuvres qui ne sont plus soumises au droit d'auteur, c'est-à-dire du domaine public. C'est d'autant plus essentiel que la durée de protection des droits s'est considérablement allongée ces dernières décennies. Or, ces œuvres, lorsqu'elles sont numérisées, se voient parfois soumises à de nouvelles couches de droits qui entravent leur circulation. C'est ce sur quoi nous souhaitons être attentifs. Enfin, adapter le droit d'auteur à l'ère numérique, c'est aussi promouvoir et faciliter le recours aux licences libres, qui permettent aux auteurs de définir les conditions dans lesquelles leurs œuvres peuvent être diffusées, réutilisées et modifiées. Ces licences ne sont pas concurrentes, mais complémentaires du droit de la propriété
intellectuelles classiques. Elles sont particulièrement adaptées aux nouveaux usages numériques et permettent de les inscrire dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle. Elles élargissent les libertés d'utilisation offertes au public, tout en laissant à l'auteur la maîtrise des conditions dans lesquelles ses œuvres sont exploitées. Elles permettent l'émergence de modèles économiques prometteurs. Afin d'encourager le recours aux licences libres, nous proposons de conforter leur cadre juridique, d'assurer une articulation harmonieuse dans la gestion collective et d'inciter les bénéficiaires de subventions publiques à placer une partie de leurs œuvres sous ce régime. Adapter le droit d'auteur aux réalités de l'ère numérique, c'est enfin faciliter, tu l'as dit d'un mot, donc je serai encore plus bref, l'accès aux métadonnées. Derrière ce terme barbare se cache un enjeu crucial pour la juste rémunération des créateurs. Pour y remédier, nous proposons donc de créer dans chaque secteur un registre ouvert de métadonnées grâce à la coopération de toutes les entités qui détiennent des données pertinentes et en premier lieu des sociétés de gestion collective. Ces registres pourraient être coordonnés par les organismes responsables du dépôt légal qui centraliseraient, intégreraient et actualiseraient en permanence les données. Ils seraient prioritairement destinés à faciliter l'identification des titulaires de droits. J'ai essayé d'être le plus panoramique, le plus complet possible. Vous avez tout le détail dans la synthèse, qui fait quand même une 30aine de pages. Et puis, je vous laisse pour les prochains week-ends de mai la lecture des 370 pages qui détaillent les 80 mesures. Je redis simplement, Aurélie, ma conviction que c'est dans un examen d'ensemble de toutes ces propositions qui sont presque aussi multiples que les possibilités qu'offre la consommation et l'accès à la culture par le net. Il faut tout voir dans son ensemble pour essayer de créer un mouvement et enclencher un mouvement qui en appellera d'autres.